Okay. Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou au Théâtre des Feux de la Rente pour une deuxième interview sur le thème chamanisme, initiation. Mais là, on va déborder légèrement vers la mort parce que quand même un des derniers livres, des tout derniers livres d'Olivier Chambon, une interview qu'on n'a pas faite parce qu'on en a fait des tonnes d'interviews. Mais là, ça va être vraiment sur plus sur la mort. Mais on va commencer d'abord sur le chamanisme et ensuite on va aller vers la mort, l'expérience de mort. Toi, tu es psychiatre, hein, psychiatre et psychothérapeute aussi. Psychothérapeute. Et un de tes livres sur lequel on avait fait une interview, c'était quand même le chaman et le psy. Donc toi, tu as un regard en tant que psy sur le chamanisme. Et quel est ce regard ? Je pense qu'il s'est transformé au fur et à mesure de ces années, mais j'aimerais savoir. Oui, alors le chaman et le psy a donné ensuite lieu à un deuxième livre qui était plus technique, qui combinait de manière un peu créative et synthétique les techniques... on va dire, des techniques anciennes, chamaniques, avec les thérapies modernes occidentales. Donc ça s'appelait psychothérapie chamanisme. Et depuis, oui, c'est-à-dire que je suis dans un moment de ma vie où le mot chamanisme sort un peu par les trous de nez, donc je dois l'avouer. Heureusement, on n'est pas beaucoup de monde ici. Parce qu'en fait, il y a une reprise de ce mot qui est presque commercial ou simpliste. En fait, le mot chaman, moi, il me semble que c'est venu des Tungus, enfin, c'était un mot comme ça qui a été pris, et qui est appliqué ensuite à toutes les formes de guérison. Et je m'explique. Il me semble que le mot conscientisme serait plus intéressant. Pourquoi ? Il y a le matérialisme, où on dit que la matière, c'est la seule chose qui existe, et c'est à l'origine de tout. Et en physique quantique, ou bien chaque fois qu'on utilise sa conscience pour soigner, ou pour se connaître, pour aimer, on sait que c'est la conscience qui est à l'origine de tout. Enfin, c'est la conscience qui est première. Celle qui crée les formes, et celle aussi qui est éternelle, indestructible, qui est au cœur même de la matière comme de l'univers, etc. Donc, ça serait plus intéressant peut-être de créer un néologisme, le conscientisme, quand on parle du matérialisme. Et le chamanisme serait une sorte de sous-ensemble d'application de cette nouvelle science de la conscience, en fait. Parce qu'il y a plein d'autres formes d'application. On va dire toutes les méthodes de guérison, elles cherchent à placer la conscience soit dans l'intelligence du corps, parce que le corps a une conscience. À l'intérieur de la matière, Emmanuel Ransford le dit très bien, il appelle ça l'holomatière d'ailleurs. Même dans la particule subatomique, il y a une gouttelette de protoconscience. Ces gouttelettes de protoconscience, en s'unissant par des liens qu'il appelle des liens de supralité, peu importe le nom technique, créer l'émergence d'une conscience plus grande. Donc on va dire le corps a vraiment une conscience de par lui-même, alors que la conscience individuelle, ce qu'on appelle l'âme, est une autre forme de conscience qui vient s'emboîter dans celle du corps, un peu comme un cavalier avec son cheval, on va dire. Comme si notre conscience individuelle possédait, dans le sens d'une possession par un esprit, l'esprit du corps. C'est comme un accouplement, comme dans Avatar, le film, où on voit que le cavalier se lie avec son cheval avec une sorte de... Je ne sais pas si vous avez vu le film, une sorte de lien qui se crée. Notre conscience individuelle, très probablement, se lie au corps comme ça. Donc les méthodes de guérison, soit elles vont vraiment recréer le lien entre l'âme, la conscience individuelle et le corps, pour réveiller le guérisseur intérieur dans le corps, pour en tirer les informations, puisqu'on dit la matière, à ce niveau-là, ça devient l'âme atière, c'est-à-dire que c'est un médium, le corps, et toutes les expériences qu'il fournit, pour enrichir l'histoire et l'expérience de l'âme aussi. Et l'âme apporte aussi ses informations, et sa bienveillance, et son énergie, etc. au corps. Pour alors, comment se reconnecter à cette âme alors ? Peu importe le mot, à la limite, qu'on utilise. Moi, j'ai pas encore... Parce que là, on a un docteur, vous voyez, tout de suite, ça devient... On essaye de te suivre, nous, tu sais, on n'a pas fait les mêmes études. Alors, non, j'avais pas encore tout à fait fini, c'est que... c'est pour ça, c'est-à-dire que ça dépend. Donc il y a la conscience du corps, il y a une conscience dont on pourra parler parce que c'est pas du tout une vue de l'esprit, mais c'est vraiment une donnée scientifique maintenant qu'on a une conscience indépendante du cerveau qui survit à la mort du cerveau. Ça, on en reparlera peut-être plus tard, toutes les expériences périmortelles. Donc il y a ça, mais aussi d'autres consciences qui ne sont pas incarnées ou qui n'ont jamais été incarnées. Alors en physique quantique, on appelle ça des champs d'information, d'énergie qui sont intelligents et conscients et autonomes. Ben, c'est des esprits, quoi. Et puis d'où ils viennent tous ces esprits, toutes ces âmes incarnées ou désincarnées d'humains? Ben, de la matrice de départ, ce que certains appellent la matrice unicitaire,
Le premier grand champ intelligent et conscient qui a voulu créer toutes ces formes pour se développer, apprendre encore plus, se confronter à lui-même en se regardant à travers ses créations, etc. Donc, ce que je dis, ça a l'air un peu zarbi, on va dire. Mais en même temps, il y a vraiment de plus en plus de modèles, alors, issus de la physique quantique entre autres, mais aussi des travaux qu'on peut faire sur la conscience elle-même. Hein. Il n'y a pas que la physique quantique, il y a vraiment une science de la conscience qui est en train de se développer. Et on voit comment elle est à l'œuvre. Alors ça dépend où elle se focalise en fait. Nos expériences, le contenu de notre conscience, va dépendre de où elle se focalise. Est-ce qu'elle va se focaliser sur le corps? Par exemple, si je me focalise sur mon corps, maintenant je ferme les yeux, tout d'un coup je vais prendre conscience de choses qui existaient bien avant que je focalise mon attention dessus, qui étaient vivantes et intelligentes et organisées et conscientes à leur niveau. Pour le corps, lui, il est conscient, mais c'était ma conscience individuelle qui n'avait pas été éclairée, cette conscience qu'il y a dans le corps. Si je la mets tout d'un coup, par exemple, à un autre niveau, j'essaie de retrouver mon GPS, l'âme, celle qui me guide, tout d'un coup, je suis dans un autre champ de conscience et j'ai d'autres perceptions, etc. Donc, on va dire l'attention, c'est un peu l'intention qu'a la conscience de se focaliser sur tel ou tel aspect d'elle-même. Parce que le paradoxe de la conscience, c'est que c'est comme une bougie qui éclaire à la fois la pièce dans laquelle elle se trouve, mais qui s'éclaire elle-même. Ouais. Et on retrouve ça avec toutes les choses vivantes. Le désir, c'est aussi un serpent qui se mord la queue. Vincent Cespedes le dirait très bien, c'est du désir de désir. Le désir se nourrit du désir, quoi. Et toutes les choses vivantes, comme ça, s'amplifient au fur et à mesure qu'elles vivent et qu'elles se développent. Alors comment l'incarner ça, comment le vivre au quotidien, par quoi ça commence, tu vois? Par quoi tu commencerais justement comme ça à te poser, toi? C'est-à-dire qu'à chaque niveau, c'est-à-dire pour se joindre à la conscience qu'il y a dans le corps, pour se joindre à la conscience qu'il y a dans notre âme, pour se joindre à la conscience qu'il y a dans les esprits ou le grand esprit, etc., c'est des méthodes différentes. Moi, en début d'année, j'ai fait paraître un livre justement là, qui s'appelle Le bonheur est dans le corps, que j'avais coécrit avec une thérapeute bioénergéticienne de psychologie biodynamique, Myriam Gablier, qui était justement là-dessus. C'est-à-dire que faire que l'âme ait envie d'aller se poser de temps en temps, d'aller jouer avec son temple, là où elle l'accueille, c'est-à-dire le corps. Ouais. Que ce soit un endroit confortable, vivant, gai, jouissif, etc. Donc c'était toutes les méthodes. Alors c'est un petit livre qui contient plein de petites méthodes pour retrouver l'énergie dans le corps, retrouver le plaisir et la jubilation dans le corps, retrouver l'intimité avec son corps, développer le guérisseur intérieur qui est dans le corps, etc. Donc ça, c'est des méthodes particulières. Hein. Les gens qui font du yoga, du qigong, de la danse spontanée, ou on peut faire aussi du qigong et du yoga spontané, pas besoin d'aller prendre des cours. Hein. C'est toute une façon de laisser le corps sentir des mouvements, des respirations, des images qui lui donnent plus de vie, plus de connexion, etc. Donc voilà, ça c'est toutes des méthodes. Alors, et puis aussi, oui, j'ai oublié, alors il y a aussi les esprits de la nature, c'est-à-dire toute cette vie et cette bienveillance et cette conscience qu'il y a dans la nature. Et ça, c'est une autre façon de placer sa conscience qu'on retrouve plus dans le chamanisme, effectivement, déjà, ça. Et là, on n'est pas obligé, parce que on en avait parlé dans d'autres vidéos, des psychédéliques, de l'ayahuasca. C'est quelque chose que tu as essayé. Et cette vidéo, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, c'est pas pour aller et pousser ça, bien au contraire, mais c'est simplement nous expérimenter des choses ou comprendre certaines choses que toi, tu as pu vivre à travers ça. Ça fait partie, ça, de ce genre de substance reconnecte avec ton reconnecter toi à la nature, non? Même la déesse ayahuasca. C'est-à-dire, oui, voilà, il faut bien qu'on soit clair, qu'on en parle, pas pour dire aux gens de consommer, parce qu'en France, c'est formellement interdit, et voilà. Alors, ceci dit, moi, dans des pays où c'était autorisé, donc pas en France, effectivement, j'ai utilisé des substances, et il le fallait un peu quand même, parce que moi, je suis vraiment un monsieur Dupont du spirituel, c'est-à-dire, je suis pas du tout doué. Petit à petit, j'ai développé des capacités d'intuition, mais vraiment, c'est pas encore le nirvana, quoi. Donc, je veux dire, je suis vraiment, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Hein. Donc, je suis allé prendre des substances qui m'ont quand même ouvert pas mal de portes, parce que elles m'ont mis vraiment en contact avec le fait qu'il y avait vraiment des mondes différents d'une autre, habités d'intelligence. Bienveillant ou pas, ça dépend des mondes et de l'intention qu'il y avait derrière le contact et du cadre chamanique qui va protéger ou non ceux qui prennent la substance, bref. Mais qu'il y avait vraiment des mondes qui vivaient, alors là, vraiment indépendamment de nous, hein, ils s'en fichaient de nous. Enfin, je veux dire, ou alors ils sont très étonnés quand on va dans le leur, ou pas, autant que nous quand ils viennent dans le nôtre. Et qu'il y avait aussi que la conscience qu'on a à l'intérieur de soi, mais elle est reliée à toute la conscience de l'univers, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite
Les limites, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot chamanisme, parce que ça met des limites, ça met une étiquette. On se représente tout de suite des tribus, des machins, alors qu'on est tous, effectivement, on a tous des capacités chamaniques plus ou moins grandes, comme tout le monde sait plus ou moins faire du vélo, mais n'est pas champion de France ou ne gagne pas le Tour de France. Mais je dirais, on a tous des capacités de conscience, quoi, de se relier par la conscience aux autres consciences, à la conscience du monde, etc. Donc pourquoi je parlais de ça? Alors non mais c'est génial parce qu'on a tous déjà, la bonne nouvelle c'est qu'on a tous cette capacité-là et qu'on peut le faire de différentes façons. C'est-à-dire que là on parlait de l'ayahuasca et d'expériences de psychédéliques, mais ça peut être tous les matins en se réveillant, je suppose, de prendre conscience que nous sommes reliés à cette conscience, voilà. Que nous ne sommes pas séparés. Voilà, oui, alors je vois où j'en étais, merci. En fait, voilà, je voulais juste dire que les substances permettent, pour ceux qui le prennent, de s'apercevoir comme la conscience est grande, qu'elle dépasse bien sûr ce qu'on dit toujours, hein, le petit moi, et que la conscience est créatrice, et qu'en fait, dans la conscience, toi c'est moi et moi c'est toi. Et même plus haut, il n'y a ni moi ni toi, il y a lui, quoi, on va dire. Peu importe comment on l'appelle, hein, l'univers, le cosmos, Tadati, Dieu, machin. Donc ça c'est important. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans les monastères zen aux États-Unis qui sont des anciens des années 70 qui avaient pris du LSD et qui, après ça a été interdit, mais ils ont gardé le cap, ils se sont dit, waouh, ça existe ça. Alors il faut développer maintenant d'autres méthodes pour l'atteindre, mais c'est quand même autre chose, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vous recommande, si vous parlez anglais, de regarder l'interview que j'ai faite de Ram Dass. Ram Dass à Maui, qui lui a expérimenté ça jusqu'au bout et qui parle bien de cette de We are loving awareness, que nous sommes tous. Et quand il en parle, on ressent ça. Et c'est ça que j'adore dans les interviews, et c'est ça que j'adore t'interviewer toi, parce que moi je suis pas du tout appelée à, je ressens pas du tout le besoin d'essayer l'ayahuasca ou autre. Mais ce qui est génial à travers des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente ou des expériences comme toi, des personnes qui ont eu ce genre d'expérience, c'est que nous on le vit à travers vous. C'est ça qui me parle dans ces interviews aussi, ces rencontres. Parce que tu as découvert quelque chose, tu sais que nous sommes tous reliés maintenant. Tu ne l'oublies jamais, ou ça t'arrive des fois de... Non, c'est guère possible de l'oublier, parce que... le monsieur qui a parlé avant, c'est... Arnaud Rio. Arnaud. Oui. Arnaud l'a dit... Par exemple, lui, les moustiques, les araignées, il ne peut pas les écraser. Ça demande un effort, il les déplace. C'est beaucoup plus naturel. Parce que forcément, conscience aimante ou loving awareness, c'est la même chose en fait. La conscience et l'amour, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tu ne peux pas l'un sans l'autre. Je dirais même que c'est les deux substrats de base de l'univers. Avec quoi il crée, quoi. Un peu comme un artiste avec ses couleurs, ses gouaches. L'univers, il crée que de la conscience et de l'amour, quoi. La conscience crée des formes, les invente. Et l'amour les réunit, les fait travailler ensemble, coopérer, ou parfois les laisse se séparer pour mieux se retrouver plus tard. Et ça, c'est sûr. Il n'y a pas une possibilité avec toutes ces choses ou ces expériences d'aller trop loin dans l'expérience? Quand est-ce qu'on s'arrête, justement? Parce qu'il y a peut-être cette envie de vouloir expérimenter encore plus, d'essayer plus de trucs, d'essayer plus de substances peut-être. À quel moment on réatterrit sur Terre et qu'on revient là vraiment à garder dans notre corps? De toute façon, il y a un mécanisme de régulation naturelle, hein, c'est-à-dire que si tu prends des substances n'importe comment à outrance, les premières belles expériences du départ vont vite se transformer en ce qu'on appelle des bad trips, quoi, où tu vas morfler grave, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que tu vas y réfléchir à deux fois avant de recommencer dans de mauvaises conditions, de faire des ego trips, c'est-à-dire c'est juste des belles expériences pour raconter aux copains ou pour se sentir différent des autres. En général, les substances, alors moi, c'est dans mon expérience, c'est ce que j'ai vu, elles aiment pas trop. Je les aime pas trop parce qu'il y a vraiment, soit on pourrait appeler un égrégore, soit un esprit associé à la substance, surtout quand c'est des plantes, mais même les substances chimiques, moi j'ai découvert, elles ont au moins un égrégore, c'est-à-dire à force d'avoir été utilisées et d'avoir relié des consciences à elles ou entre elles, il y a tout un pack de conscience qui appartient à cette substance. C'est très typé, hein, c'est très particulier, comme si elles avaient une personnalité, quoi. Et en général, donc, elles aiment pas trop, quoi, qu'on les souille, c'est-à-dire qu'on les honore pas. C'est un peu comme, entre guillemets, si un homme allait avec une femme juste pour le sexe, et ça arrive, mais je veux dire, ça peut très bien pour tout le monde, mais que c'était pas ce qui était attendu. Et l'homme se moquerait un peu de la femme en faisant un peu n'importe quoi avec elle, en se moquant d'elle. Enfin, je sais pas si l'exemple était super bon, excusez-moi. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, en gros, quoi. Oui, ces voyages c'est vraiment des thérapies. On parle là ici de thérapie d'âme, de voyage dans le monde du rêve, et ça peut aller jusqu'à voyager au-delà de la mort. La vie, la mort n'existe plus, ou quelle est la différence pour toi entre la vie et la mort? De toute façon,
Il n'y a pas, enfin, la mort, tout le monde le dit. Je suis obligé de dire des banalités, mais c'est vrai. La mort n'existe pas en tant que telle. Enfin, je veux dire, ou alors c'est juste un changement d'état de conscience. On passe d'un état de conscience à un autre. D'ailleurs, souvent, elle nous aide à passer à un plus grand état de conscience. On pourrait dire que quand l'âme s'incarne, elle vient à la mort dans l'âme dans le monde ici, parce que elle sait qu'elle va vivre une expérience très rétrécie, limitée par les illusions, l'ignorance, la croyance en la séparation alors qu'elle n'est pas séparée, l'oubli de sa nature, l'emprise par l'ego, les conditionnements, les souffrances qu'elle va ramasser, qui vont l'empêcher de communiquer bien avec le corps ou avec l'esprit. Enfin, c'est pas amusant, quoi. Je veux dire, pour elle, on va dire, c'est presque un enterrement de venir sur Terre, et c'est une naissance. C'est une naissance d'aller aussi, enfin, de retrouver ses capacités quantiques, non locales, naturelles, sur reliées à toutes les consciences, quoi. Et parce que on disait, est-ce qu'il y a une vie après la mort? La vraie question, c'est, y a-t-il une vie avant la mort? Et quand Christine Singer disait justement, il faut pas être mort quand on est vivant. Certains disent aussi, pour celui qui est, la mort n'existe pas pour celui qui est déjà mort une fois dans cette vie. Enfin, mort une fois dans le sens initiatiquement, ou qui a côtoyé la mort symboliquement ou réellement. Réellement, ça peut être par une expérience de mort imminente notamment. Donc. Tu as regardé dans ce dernier livre, Expérience, c'est quoi le titre du livre? Oui, le dernier livre qui vient de sortir, je ne sais même pas s'il est encore à la librairie d'ailleurs, s'appelle Oser parler de la mort aux enfants, approche scientifique et spirituelle. Et ça, j'y tiens parce que scientifique et spirituel, c'est important. La science et la spiritualité sont en train de se rencontrer à nouveau. Hein. On le sait, hein, tu parles d'un changement de modèle, bon, tout le monde le constate, ça s'accélère. Même si en France, il y a des résistances un peu plus qu'ailleurs, mais bref. Et donc, j'y tenais parce que c'est un livre qui propose aux parents de répondre d'une certaine façon aux questions que les enfants peuvent se sur la mort quand ils y sont confrontés. Alors, soit directement s'ils ont une maladie grave, mais plus souvent la mort d'un proche. Alors, souvent, c'est un grand-père, une grand-mère, ou la mort d'un animal familier. Souhaitons-le, pas la mort d'un camarade de classe, mais ça peut aussi arriver. Et donc, c'est de dire aux parents, voilà, maintenant, il y a vraiment moyen de répondre de manière sensée, donc dans le sens qui est du sens, qui donne du sens aussi à la vie et à la mort, rassurante, mais pas rassurante pour rassurer parce qu'ils ont peur, mais parce que c'est profondément rassurant, ces explications qui viennent sur la mort, et de manière appuyée par les faits, par les données scientifiques. Donc c'est quand même intéressant, parce que jusqu'à maintenant, le matérialisme ne nous laissait comme genre de réponse aux enfants que des choses... Ah mais c'est terrible, c'est horrible, quoi. Je veux dire, on dit aux enfants, finalement, après, il n'y a rien. Donc tout ce que tu as appris, tous les gens que tu aimes, c'est fini. Donc profites-en bien dans la vie, parce qu'après, de toute façon, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, loupe pas le coche, hein, parce que tu vivras qu'une fois. Hein. Et donc... Ça conditionne tout le reste de sa vie. Mais ça conditionne toute la vie. Hein, ce qu'on connaît sur la mort conditionne la vie. Donc heureusement, on leur dit quelque chose qui est quand même plus vrai, dans le sens plus appuyé par les études sur les expériences périmortelles. Les expériences périmortelles, pour moi, c'est l'expérience qui arrive juste avant la mort, qui arrive pendant la mort et qui arrive après la mort. Juste avant la mort, c'est ce qu'on appelle les near-death awareness, les expériences de conscience accrue à l'orée de la mort, ou aussi les deathbed visions, les visions des agonisants. Pendant la mort, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, ou NDE, Near Death Experience, et après la mort, c'est les contacts avec les défunts. Soit spontanés, 25% de la population quand même, soit induits par des médiums, soit induits par des techniques genre le MDR, la méthode Botkin, qui permet aux patients eux-mêmes, enfin aux consultants lui-même, d'être le médium pour son propre défunt qui veut rejoindre, pas rejoindre. Et je m'en souviens bien de Botkin, j'ai un petit peu bloqué là-dessus juste mentalement pendant une seconde parce que j'ai pu le rencontrer, et lui aide les vétérans de guerre à ne plus avoir ces images de mort et ces décès qui leur fait faire des cauchemars et qui au quotidien les hantent. Donc c'est des techniques, maintenant il y a des techniques quand même très puissantes, et là c'est l'EMDR, c'est ça, qui permet avec un petit bâton comme ça de rentrer, c'est une espèce d'hypnose, comment tu décrirais cette technique? Oui, non mais l'EMDR crée un phénomène de modification de la conscience. Hein. C'est un peu de la même famille de l'hypnose, par contre, c'est pas du tout la même technique que l'hypnose. Il n'y a aucune suggestion de fait, il n'y a pas besoin de faire une procédure d'induction, seul le fait de faire les mouvements oculaires rapides, comme ceux qu'on a pendant le sommeil paradoxal, lors des rêves, ou parfois en hypnose, justement, les gens ont des mouvements spontanés des yeux sous les paupières fermées. Donc c'est une technique assez remarquable, et là c'est une variante que Botkin avait découvert,
pour favoriser le contact avec les défunts. Et c'est un livre qui est merveilleux. D'ailleurs, je crois que c'est chez Trédaniel qu'il a été publié. Monsieur Trédaniel a eu l'intelligence, et je ne fais pas ça pour le flatter, mais je trouve qu'il a eu l'intelligence. Quand je lui ai dit, voilà, c'est un super livre, il faut vraiment le traduire parce que ça amène une révolution. Un peu comme Freud qui, en allant aux États-Unis, disait ils savent pas qu'on leur amène la peste avec la psychanalyse, dans le sens ça va tout détruire les autres théories parce que c'est tellement révolutionnaire. Bah là, avec le MDR pour méthode Botkin, n'importe quel thérapeute lambda, pas forcément du haut du tout, peut voir des expériences extraordinaires surgir dans son bureau parce que le MDR crée une connexion, vraiment une ouverture de la conscience, une connexion à d'autres réalités. Et pourquoi? Comment ça se passe dans le corps? C'est un peu mystérieux, hein, parce qu'il y en a qui vont dire c'est que ça reconnecte les différentes aires cérébrales entre elles, puisqu'avec les mouvements bilatéraux des yeux, tu actives l'un après l'autre les deux hémisphères cérébraux. Il y a eu des études de PET scan aussi qui ont montré qu'effectivement les aires cérébrales s'activaient, notamment celles pour le traitement complexe de l'information. Ça veut dire que ce qui était enquisté dans la mémoire limbique affective à long terme, sous forme d'abcès, on va dire, presque du traumatisme, peut réaccéder à l'ensemble du traitement de l'information du cerveau, donc être retravaillé, recadré, revu différemment, sans effort, sans besoin de réfléchir et tout. Le MDR, c'est super pour les gens qui sont un peu feignants ou qui sont... C'est pour ça que j'en fais souvent, j'adore. Il n'y a pas besoin de parler pratiquement, il n'y a pas besoin de comprendre. Ça se fait tout seul, c'est la technique qui fait. On a l'impression d'être un super thérapeute avec le MDR. Non, c'est bien. Hein. Mais il y a un danger. Pour le thérapeute, c'est super. Non, mais tout à l'heure, tu parlais du chamanisme qui peut être un peu pratiqué par tout le monde. Et là, j'entends que tu es en train de dire que ça peut être pratiqué par tout le monde et que ça a des effets. Mais, oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a quand même peut-être une petite note ou un bémol ou quelque chose à dire? Parce que, une fois de plus, c'est dans un certain état d'esprit ou un certain niveau de conscience que tout ça est pratiqué. Ça ne veut pas dire le premier thérapeute de MDR, si? Quasiment. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est une révolution. Quand je dis n'importe quel, parce que moi j'ai pas dit n'importe quel couillon, mais n'importe quel thérapeute non mais c'est vrai, peut faire ça et aider son patient à vivre ça, c'est une expérience extraordinaire. C'est fantastique, je veux dire. Et alors, t'expliquer pourquoi, je sais pas vraiment. Ouais. Alors effectivement, en yoga, on sait qu'il y a des techniques avec les mouvements des yeux pour, on appelle ça aussi de la neuro-réorganisation, en langage plus moderne, mais qui permettent d'atteindre vraiment un état du cerveau qui est en hyper-associativité, qui est en hyper-connectivité, qui est en hyper-créativité. Je sais pas comment on peut dire ça. Hein. C'est un peu une sorte de LSD endogène, enfin, qui est libéré. Je sais pas comment ça marche, mais et c'est très étonnant parce que Botkin, il a ensuite, une fois qu'il a découvert ça par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, il cherchait pas spécialement ça, il l'a ensuite enseigné à des étudiants lambda pour voir justement est-ce que c'était lui qui avait un don spécial et qui arrivait par son fluide sans s'en rendre compte à ouvrir l'esprit des gens sous le biais d'une soi-disant technique. Et non, et les étudiants avaient le même pourcentage de réussite que lui d'induire des communications, que ces communications soient guérissantes pour ceux qui les vivent, comme pour l'âme qui est contactée. Parce que si vous lisez le livre de Botkin sur les contacts induits avec les défunts, c'est un livre qui est merveilleux. Hein. Moi, j'ai un confrère qui s'appelle Dr Rosenfeld, qui est de Lyon. On a fait une préface ensemble. On avait le même genre de réflexion. Si vous voulez pleurer, si vous avez envie de vous vidanger un peu de pleurer, lisez ce livre, parce que vous pleurez à la fois de tristesse, de bonheur, de joie, de beauté, parce que les cas sont tellement émouvants, quoi. Parce qu'avec la mort, il est beaucoup question d'amour, hein. Et on le voit avec les bouddhistes, tu sais, pour avoir rencontré comme ça quelques bouddhistes, les interviewer sur la mort et pourquoi ils se préparent toute leur vie pour la mort, on se rend compte que plus on est à l'aise quand même avec ça, et plus on se libère de ces blessures, et plus on est à l'aise avec ce concept que la vie continue après cette mort, ce passage, mais plus on va vivre cette vie pleinement, et plus on va vivre des choses extraordinaires et avoir contact avec ce subtil. Hein, et ça, tu le vois, toi, parce que c'est quand même le point commun de toutes ces techniques que tu as étudiées, regardées, même essayées toi-même. Il y a quelque chose là au centre de tout ça. Oui, comme je disais tout à l'heure, l'amour et la conscience sont les deux constituants de l'univers. Donc, dès que tu vas grandir en amour ou en conscience, on peut dire que tu es initié. Pour moi, l'initiation, elle n'est pas forcément chamanique, pas forcément auprès d'un maître, pas forcément auprès d'une école particulière. C'est toutes les circonstances de la vie. Ça peut être des rencontres avec des gens qui sont déjà avec une grande conscience, mais qui ne se prétendent pas maîtres, mais qui t'influencent et qui t'amènent à ouvrir
ta conscience. Ça peut être élever un enfant qui ouvre ton cœur. Ça peut être travailler la terre avec ses mains parce que c'est du chamanisme sans s'en rendre compte. Enfin, je sais pas comment je veux dire ça, mais parfois c'est pas ce qui est déclaré spirituel qui l'est plus, quoi, en fait. Parfois, c'est vivre en ouvrant son cœur. Ben après, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres qui sont plus doués que d'autres. Et donc, il y en a qui ont besoin de méthodes et de méthodes spirituelles et d'écoles. Mais voilà, quoi. Mais il y a tellement de méthodes maintenant que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on trouve, si on est ouvert à ça, et si on s'ouvre, et si on émet une intention, ou comment tu navigues, toi, dans la vie? Tu penses que tu es co-créateur, comme ça, que tu crées une intention et que les choses se placent, ou que le destin est déjà créé? Comment tu vis ton quotidien? Ah oui, co-créateur, c'est un terme qui me semble tout à fait juste et justifié, oui. Le destin, moi, j'appelle pas ça le destin, j'appelle ça que... Comme quand tu utilises un GPS, dis l'âme c'est un GPS. Hein. Tu programmes une direction, une direction, un but à atteindre. Et ensuite le GPS, il t'indique des routes qui sont les meilleures, les plus rapides pour atteindre ton but. Donc l'âme, elle te fait des propositions, mais il faut savoir que avant même que tu viennes sur Terre, c'est cette âme-là qui a décidé dans la vie entre les vies, on va dire. Si tant est qu'il y ait plusieurs vies ou une réincarnation, pas forcément. Une vie peut se faire une fois sur Terre et puis de nombreuses fois dans d'autres plans. Enfin bref, là je dis des choses, mais c'est une convergence de connaissances, d'études avec les médiums, machin, tout ce que je dis. Hein, je ne suis pas en train d'inventer les choses. Là. Donc là, mais je viens vraiment avec cette mission transpersonnelle, on va dire presque, au service du grand tout. Et en accord avec le grand tout et même avec elle-même, même si elle sait qu'elle va en baver. Quoi qu'il paraît que justement... Ça, je sais pas encore, mais quand elle est là, dans l'entre-deux-vie, l'âme ne se rend pas forcément toujours compte de ce que ça va impliquer comme souffrance. Un peu comme moi, pour venir ici. Quand tu m'as demandé, je dis « Ah ouais, sympa, comme ça je vais pouvoir parler de ce qui me plaît et tout. » Puis après, j'ai commencé à faire « Oh là là, ah non, c'est pas possible. » Zone d'inconfort. Voilà, zone d'inconfort, non, il faut se déplacer, puis il faut redire les choses. Puis, enfin bref. Donc il y a ce côté-là, quoi. C'est-à-dire, mon âme est toute contente, puis après, l'ego, la personnalité a... Et puis le mental, comment t'arrives à... Parce qu'on sent que t'as un mental quand même qui est fort, comment t'arrives à le switch off? Et en même temps, t'es un homme de cœur et t'es... Non. C'est un coming out, tu l'as dit, voilà. Ouais, bah justement, je suis obligé de faire avec, c'est sûr. Oui. Hein, et de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Sortir de ta zone de confort. Il traîne les pieds, il y a là, j'ai pas envie d'y aller à la conférence de Lily, c'est dur. Enfin bon, t'as vu ça y est, t'y es maintenant. T'as vu c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. La comédie que je t'ai fait dans la coulisse avant d'arriver, quoi. Oui, c'est ça, c'est marrant, et c'est ça qui est beau, c'est ça, et merci d'être aussi humain et de l'incarner ici pleinement, d'être authentique. T'as toujours le choix. Il est coquin comme si je l'avais forcé ici. Je montre des failles que je n'ai pas, en fait. Non, mais c'est beau de montrer cette humanité. Et je te remercie. C'est ça que j'apprécie chez toi et que tu oses en parler et le dire, parce que c'est pas simple d'être humain. C'est pas simple tous les jours. Et là, on est entre nous. On partage certaines techniques, certaines ouvertures. Toi, tu as la chance de comprendre et d'avoir expérimenté plein de choses. Mais c'est chouette en tous les cas. Est-ce que tu voudrais un petit mot, un petit truc que tu aimerais dire quand même? Sur le destin, parce que justement, donc pour moi, c'est pas un destin en fait. C'est des lignes de force. Des vecteurs qui indiquent c'est par là qu'il faut aller si tu as envie de remplir ta mission. Après, on peut dévier, mais souvent, comme si en mathématiques, tu as un vecteur qui va dans cette direction-là, toi, tu dévies par là, il y a un moment, il va y avoir un événement de vie, une rencontre qui va te faire aller par là, puis en fait, tu rejoins le vecteur principal, parce que ton âme, elle est toujours avec d'autres guides à veiller à ce que quand même, si possible, la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, ben, ça servait à quelque chose, quoi. Donc c'est pas un destin dans le sens, ça serait quelque chose d'imposé par une entité extérieure, un dieu qui a décidé que tu jouerais tel rôle dans la grande pièce cosmique auquel tu participes. Non, c'est vraiment individualisé, quoi. Et voulu. Et choisi, donc c'est choisir chaque jour on choisit ce jour-là. Voilà, alors après, comment se mettre en contact avec son âme? Il y a plusieurs moyens, hein. Il y a déjà, les classiques, écouter ses rêves, enfin les noter, pas les interpréter, mais sentir ce qu'ils veulent dire. En fait, c'est plutôt dans l'intuition. Il y a les fameuses intuitions à développer. Il y a les synchronicités, les rencontres qu'on fait. Et puis il y a aussi, alors le chamanisme, c'est vrai, offre, une certaine forme de chamanisme, de ce qu'on appelle un recouvrement d'âme, qui est presque un recouvrement d'être. Je dis une certaine forme parce que moi, la forme que je connais, qui est quand même très intéressante, très bien faite, et il y a vraiment un avant, un après, c'est celle que fait Nature, Conscience et Chamanisme. Ils ont un stage de recouvrement d'âme qui donne vraiment les outils, non seulement pour vivre
le retour de l'âme, la reconnexion avec l'âme, mais aussi au quotidien, pour continuer à avoir des pratiques qui vont mettre l'âme en joie et qui vont lui donner envie de rester là-dedans et de se nourrir de ça et au contraire d'être de plus en plus présente. Et c'est des techniques toutes simples, hein. Ça peut être chanter, danser, se promener de nature. Hein. Chaque âme a sa façon à elle d'aimer vivre sur Terre, donc on peut le savoir à l'avance. Mais pourquoi c'est important de passer par un stage là, à ce niveau-là? C'est que c'est difficile de le faire soi-même pour soi-même, parce que par définition, l'ego maintient des zones d'ombre, à des œillères, et on peut pas tellement voir, on n'a pas idée de ce qui est possible de contacter. Et on s'imagine même pas qu'on a une âme aussi belle et aussi intelligente, lumineuse, joyeuse, et voilà. Et c'est seulement quand elle retourne qu'elle est là qu'on la contacte, ça fait vraiment du bien. Et alors juste, excuse-moi, Arnaud disait justement, il y a le maître extérieur, le maître intérieur, une fusion des deux, mais le meilleur maître, moi je trouve, sans danger, sans addiction, sans influence par l'ego du maître, etc., c'est vraiment l'âme, c'est notre meilleur maître. Sachant qu'elle a aussi des sortes de conseillers sur d'autres plans, donc on n'a pas trop à s'en préoccuper si on se connecte à elle et qu'on fait ami avec elle et que ça devient vraiment une compagnon de route. Eh ben, les guides vont, enfin les assistants techniques de l'âme, je crois que ça, vont très bien faire leur travail. Il n'y a pas de souci, je veux dire. Pas mal, ça, assistant technique de l'âme. Ouais. On n'est pas obligé de tout contrôler, quoi, de tout savoir, etc. C'est juste ouvrir sa conscience et son cœur à l'âme, et puis voilà. Puis après, on reste humain et on est imparfait toute la vie. Ça, il n'y a pas de souci. Et je dis ça parce que non, mais vous rigolez, mais être imparfait, c'est parfaitement humain, c'est tout à fait correct. Il n'y a rien il n'y a pas à se culpabiliser, et il n'y a pas à travailler toute sa vie pour devenir parfait, on n'y arrivera pas. Et il n'y a pas à demander pardon, parce que par exemple, les fameuses personnes qui font des expériences de mort imminente, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent les expériences de mort imminente, vous savez. Électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, plus de respiration, la personne se décorpore, enfin elle voit son corps depuis le dessus, elle peut zoomer sur des choses, elle voit à 360 degrés, par télépathie elle sait ce que pensent les gens qui sont en train d'être, les réanimateurs qui sont au-dessus d'elle, etc. Enfin, j'en passe une meilleure, il peut aller voir dans la salle d'attente, elle voit les parents qui sont là, alors que bon, normalement la personne ne voit rien puisque tout est à l'arrêt chez elle. Bref, elle voit un tunnel, la lumière, l'être de lumière, et surtout je vous parle de ça parce qu'elle fait la fameuse revue de vie, dans lequel elle voit sa propre vie, mais en 3D, alors que ça dure 2 minutes, hein, en général 2-3 minutes, hein, les expériences de mort imminente. Elle voit toute sa vie, tous les détails signifiants. Ouais. Signifiants sur la perspective, qu'est-ce que tu as fait pour t'aimer ou pour aimer les autres sur Terre? Comment tu as rendu service aux autres? En quoi tu as accru la connaissance? C'est vraiment les questions qui sont posées à l'âme. Bref. Qu'est-ce que tu as fait de correct ou de... Non, ça c'est pas important, pas du tout. Et je dis ça parce que donc la vie est vue selon 3 points de vue. La personne elle-même qui voit effectivement ce qu'elle a fait. Parfois elle a un peu honte d'elle parce qu'elle se dit waouh, là j'étais petit et mesquin, là j'ai fait souffrir. Elle le voit à la place des autres. C'est-à-dire si tu as fait du mal à quelqu'un, tu deviens cet autre et tu ressens exactement ce que tu lui as fait. Et donc tu prends vraiment conscience là. Ça augmente beaucoup l'empathie. Et puis un 3e point de vue qui est une sorte de point de vue neutre, objectif, qui voit aussi bien ce qui s'est joué entre les deux, quoi. Que chacun a participé à ce qui s'est passé dans la relation. Bref. Et les gens, donc, il y a des fois, ils sont pas fiers, quoi. Tout le monde. Bon. Quand vous allez faire votre revue de vie, vous allez voir, il y a des choses que vous allez vous dire. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas vues, vous avez fait mal à des personnes sans vous rendre compte de ça, c'est comme ça. Puis il y a des choses où que vous avez vues, mais que vous n'avez pas modifiées parce que le petit confort, l'ego, machin, etc. Et ça fait mal de se rendre compte à quel point nos actions sont vraiment comme des ondes. Quand on jette une pierre dans l'eau et toutes les ondes comme ça qui se répercutent, mais loin et qui touchent beaucoup de gens, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on dit presque chaque geste, chaque parole devrait être sacrée, devrait être conçue comme une cérémonie, quoi, dédiée à l'amour et à la conscience, presque. Non, mais dans l'absolu, hein, je dis. On est en plein dedans, là. Voilà. Et donc, les gens, quand ils voient ça et tout, l'être de lumière qui est à côté d'eux, qu'ils ne les juge jamais, leur dit « Mais t'en fais pas, c'est normal, t'es humain, tu fais des erreurs, il n'y a aucun souci avec ça. » Donc c'est vraiment... Il n'y a que nous, finalement, pour nous vouloir être plus humain, plus divin que ce qu'on est humain. Enfin, personne ne nous demande, en fait. C'est juste d'essayer de voir si on a pu amener un petit peu de l'eau au moulin de la conscience globale. Est-ce qu'on a pu un peu dans notre vie accomplir un peu de cette mission au service de plus grand? Est-ce que on ne demande pas de le faire à 100%, on ne demande pas de le faire totalement, il y en a d'autres qui vont s'en charger, c'est un travail collectif, c'est comme des fourmis. On amène tous notre truc, donc si tu veux, faut pas s'en faire, quoi. À la limite, on peut faire ça. Tranquille, mes co-créateurs, tranquille. On peut faire ça sur plusieurs vies, à la limite. Si tu trouves qu'une vie, c'est pas assez, tu délègues, et puis tu fais les autres. Pas mal. Puis je ferai appel aux techniciens, ouais, ça me plaît. Les techniciens de l'âme, ça me plaît bien, ça. Je les appelle tout de suite, d'ailleurs. Tiens, merci Olivier, merci beaucoup.
Ouais, merci à toi. On vous fait des gros bisous, et des co-créateurs de Paris. Au revoir. Merci.